Bienvenue sur la FM 100.9, mes meilleures années comme chaque samedi ou chaque jeudi si vous nous écoutez en diffusion. Avec cette semaine, Gilles, un invité, allez, disons-le, un invité prestigieux. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est mes meilleures années comme chaque semaine sur leur FM le samedi à midi et le jeudi à 18h. Et cette semaine, on va explorer un univers qu'on n'avait encore jamais exploré dans cette émission, donc on est très content et très fiers de le recevoir. Patrice Queneau, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur leur FM. Merci de votre accueil surtout. Alors ça fait longtemps qu'on se croise, c'est vrai. Et on n'avait jamais eu l'occasion de parler derrière un micro. C'est vrai. Donc on a beaucoup de questions et on a surtout envie de savoir qui est Patrice Queneau. Disons un presque octogénaire, donc ça c'est une notion qui est très inquiétante. Ouais. Mais enfin, indépendamment de ça, disons que j'ai choisi de faire de la médecine. Alors, je peux dire que j'ai choisi de faire de la médecine par passion des malades. Alors je dis ça, c'est pas toujours évident parce qu'on peut faire de la médecine pour d'autres raisons, mais je pense que c'est très important à souligner par rapport à ce qu'on dira sur le livre, en effet, plus tard, tout à l'heure, dans la mesure où, pour moi, la référence, la justification première, c'est les malades. Alors évidemment, la recherche, l'enseignement me passionne pour former des médecins qui soient passionnés par les malades. Alors j'ai fait ma médecine à l'époque à Lyon, pardonnez-moi, mais il n'y avait pas de faculté à Saint-Étienne. Et dès que cette faculté s'est montée, j'ai été candidat pour y venir. Très rapidement, je suis arrivé en 1976 et j'étais assesseur du doyen à ce moment-là, pratiquement tout de suite. Et puis les choses ont fait que j'ai été élu doyen de la faculté de médecine. J'en suis à la fois fier, il ne faut pas y mettre de prétention particulière. Et je l'ai été pendant 18 ans. Et disons qu'avec les copains enseignants, avec les étudiants, pour beaucoup, qui étaient très motivés, avec les administratifs de la fac, et puis avec tout le peuple de la région stéphanoise, de Saint-Étienne, le peuple ligérien, des autres départements, de la Haute-Loire, etc. On a sauvé cette faculté. Parce que c'était un petit peu difficile. On ne savait pas si ça serait uniquement les premières années ou si ça allait être une faculté de plein exercice. Ça l'a été. Et on l'a construite. Donc on l'a sauvée, on l'a construite, on l'a structurée. Et moi j'ai la fierté de dire que c'était une faculté d'excellent niveau d'enseignement. Ne l'oublions pas, ce mot clé de la formation, et également en termes de recherche, puisque ça aussi, ça compte beaucoup. Et ça permet le centre hospitalier régional et universitaire, le CHU. Il n'y aurait pas de CHU s'il n'y avait pas de faculté. Comment ça marche techniquement? Ça dépend de quoi la faculté? Ça dépend de l'enseignement, ça dépend des collectivités, ça dépend de quoi et de qui? C'est financé par qui? C'est qui a la main mise là-dessus? Ça dépend de l'université. Ouais. Donc c'est une partie prenante de l'université de Saint-Étienne, bien évidemment. C'est financé par l'État, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des contributions précieuses, évidemment, surtout de nos jours, d'autres partenaires territoriaux, où éventuellement il peut y avoir quelques soutiens ici ou là. Mais c'est un fonctionnement totalement public. Moi, je suis d'ailleurs professeur de médecine. Ma seule fiche de paye que j'ai eue sur le plan en tant que salarié, ça a été, d'ailleurs, je n'ai été que salarié, je n'ai jamais fait de privé. Mais c'est un petit peu faux de dire que j'avais qu'une seule feuille de paye, puisqu'il y en avait une par l'hôpital. Mais la feuille de paye officielle, la seule qui me donne ma retraite, c'est d'être professeur de l'éducation nationale. Voilà. Vous avez beaucoup parlé au début de votre âge, octogénaire, vous avez dit bientôt. Est-ce qu'on peut dire que la médecine que vous avez connue à vos débuts et celle d'aujourd'hui, elle a beaucoup changé? Oui, bien sûr. Bien sûr, elle a énormément changé. Alors, en bien et en mal, je ne sais pas s'il faut dire ça dans ces termes-là. Ouais. Elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé. Et alors, il faut se dire tout de suite, on ne va absolument pas critiquer en quoi que ce soit tel éclairage ou tel autre. Les avancées scientifiques, les avancées technologiques sont des plus absolument indiscutables, à condition d'être très bien utilisées et de trouver leur juste place. Petite parenthèse pour dire, si vous voulez, on parle tout le temps de télémédecine en disant que ça va remplacer les médecins dans les régions où il n'y en a plus. Non, ça ne remplacera pas les médecins. C'est une aide considérable en termes de téléconsultation, de téléconseil, de téléexpertise. Bon, mais donc, n'opposons pas, mais au contraire, apposons, faisons l'alliance entre tout ce qu'apporte le progrès et puis
toute cette partie relationnelle, absolument fondamentale, sans laquelle il n'y a pas de médecine des malades. Moi, j'ai pour coutume de dire, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. Alors, bien sûr, ces malades, ils ont tout de même telle ou telle affection, mais telle ou telle affection qui est la leur par rapport à telle forme, tel symptôme, telle perception, tel ressenti, et ça, c'est absolument considérable. Alors, il ne faut donc pas opposer la science et le psychologique et le rationnel. C'est ça que j'aime exprimer. Je vous remercie de me permettre de le faire, parce que c'est pas toujours très bien compris, la médecine. On a l'impression que le médecin, il va appuyer sur des touches avec Google, avec tout ce que vous voudrez. Bon, oui, tout ça est vrai, et je peux, vous savez, mon histoire, parce que vous avez regardé dans Wikipédia, moi je sais ce qu'il y a dans le Google à propos de telle avancée, bon, et puis à partir de là, vous savez, la médecine, c'est une relation de confiance. J'allais vous parler d'humain, c'est de l'humain avant tout. Bah, c'est de l'humain avant tout. Vous savez, le malade, moi j'ai été malade, on arrive, alors on a beau savoir des choses, hein, on sait pas tout, mais on a peur, on ne comprend pas, on ne sait pas si ça va pouvoir être soigné, mais tout ça, ça fait que la première poignée de main, le premier échange des regards, les premiers signes les premiers mots qui vont être dits par le patient, les premiers silences aussi. Très important, les silences, et tout ce qui fait que on va échanger sur quelque chose qui est quand même une des choses qui nous concerne le plus, qui est notre état de santé, notre mode de vie, notre bonheur, notre bien-être. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Alors là, à partir de là, il faut appeler au secours les moyens, mais il ne faut absolument pas que la technologie occulte, fasse écran à la relation humaine dont vous parliez. Quand on parle de médecine, moi j'ai aussi toujours un peu cette impression que on soigne aussi un peu par les mots. C'est-à-dire que quand on est bien dans sa tête, on est peut-être un peu moins malade. Non ? Ça c'est sûr. Ouais. Plus on se dit on est malade et plus on est malade finalement. Ah mais bien sûr. Ouais, bien sûr. J'ai l'exemple chez moi. Écoutez, c'est un peu, vous savez, bon, dans cette ville de football, c'est un petit peu la mécanique de l'échec et du succès. Ouais, l'avancante qui marque plus de but, ça devient, bon, il se met à douter. Il se met à douter. Bon, quittons le football, même si on l'aime beaucoup. Et pour revenir alors, si vous voulez, l'état d'esprit du patient et celui aussi du médecin, bien sûr, c'est absolument capital. Et là aussi, même dans les traitements les plus chimiques, par exemple, bon, il y a toujours une partie de cet effet qu'on appelle l'effet placebo, mais qui est un effet relationnel. Alors on croit que ça ne joue que sur les médicaments à visée antalgique ou psychologique, mais non. Vous prenez un traitement contre l'hypertension artérielle, la confiance dans ce traitement, la confiance dans le médecin qui vous l'a prescrit, ça compte aussi, on le sait, pharmacologiquement, c'est-à-dire qu'on voit les chiffres qui sont influencés par cette perception par le malade, par cette confiance sans laquelle il n'y a pas de bonne médecine. Est-ce qu'on peut évaluer, peut-être pas le pourcentage, mais le niveau de son moral finalement pour combattre des symptômes ou des maladies ? Alors, surtout ce chiffre est difficilement quantifiable, évidemment. Ça dépend de la personne aussi, peut-être. Ça dépend de la personne, des symptômes et de la maladie. Et puis de l'hygiène de vie vous aussi. Dire entre 20% et 80%, ou peut-être même entre 3% et 97%. Tout à fait, ouais, donc c'est une mais question vague. Disons que, prenons un exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la prise en charge des malades douloureux, notamment douloureux chroniques, ou avec des douleurs répétitives. Moi, je vais vous dire une chose, c'est 30 à 50% l'effet placebo, comme on dit, avec les médicaments antalgiques. Et ça, c'est prouvé par des travaux scientifiques. La science, peut-être autrefois, la science a dit, mais non, ça c'est bon, ça nous échappe. Pas du tout. La science moderne, elle intègre complètement ce paramètre de l'humain et elle juge, si on juge autrement que uniquement par des dosages, mais qu'on juge par ce qui est important, c'est l'effet obtenu, eh bien on voit que l'effet de confiance, l'effet de la relation, la perception de l'intime, c'est ça qui est extrêmement... Quand vous dites j'ai mal, c'est souvent « je suis mal, je vais mal ».
Alors, une douleur aiguë, c'est pas tout à fait pareil qu'une douleur chronique, mais souvent on dit, sans être trop long, on dit mais quand on dit qu'on a une douleur, c'est que c'est physique, et quand on dit que on a une souffrance, c'est psychologique. Mais je vais vous dire, attention, j'ai la douleur d'avoir perdu un être cher, et je souffre de mon genou. C'est pour dire qu'on est tout le temps... Alors moi, j'ai écrit souvent quelque chose qui est objectivement faux, mais je dis toute douleur est à la fois 100% physique et 100% psychologique. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Pour revenir à l'origine de votre passion, parce qu'on a bien compris, c'est une passion, la médecine. Qu'est-ce qui vous a donné vraiment l'envie au départ? Vous aviez envie de soulager, de soigner, d'apprendre, de transmettre? C'était quoi la vraie force en vous? Oui, je crois que c'était ça. Et je dois dire qu'un de mes oncles qui a joué, qui était un chirurgien de l'enfant, des scoliotes notamment, a joué un certain rôle là-dedans. Oui, c'est vrai que j'étais très, très passionné par ça, vous savez. Alors, si je vais vous dire une chose, j'ai eu une vocation que par ailleurs je ne regrette pas, ça, je pense que ça s'entend. Et je fais une petite parallèle avec le livre dont on m'a parlé. Il faut que le concours d'entrée en médecine sélectionne des étudiantes et des étudiants qui ont envie d'être médecin. La motivation, c'est la clé. Par ailleurs, je vais vous dire une chose. C'est la même chose dans tous les métiers. Hein. Oui. Mais je ne vais pas dire que c'est plus important en médecine, mais c'est très important en médecine, qui est un métier beaucoup plus difficile qu'on ne le croit dans beaucoup de circonstances. Et si vous voulez vraiment être à l'écoute et dévoué, disponible, c'est pas de la pure poésie ce que je dis. C'est vraiment la disponibilité au patient. Ça suppose d'être extraordinairement motivé pour le soigner. On parle de métier, mais on entend aussi souvent ce mot, c'est vocation. Est-ce que c'est pas plutôt une vocation d'ailleurs de donner son temps, son énergie, son savoir à son prochain, quoi? Bah oui. C'est un peu comme une religion, finalement. Oui, d'autant que, vous savez, quand on rentre chez soi le soir, on rentre avec ses malades aussi. Donc c'est une imprégnation permanente quand on a un souci, ou quelquefois des satisfactions, heureusement. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose de cloisonné, la médecine, alors absolument pas. Donc on est un peu marié avec la médecine. Et c'est quand vous dites c'est une religion. C'est une religion. Et quand on a des patients, je sais pas moi, qui sont en mauvais état ou qui vraiment ça vous prend dans votre chair, est-ce que ça a un peu aussi influencé votre vie? Bien sûr, ça influence considérablement. Non seulement sur l'humeur, mais sur la façon de vivre, l'envie, la tristesse, le bonheur. On est amené, tous les médecins qui sont au contact des patients, et peut-être plus encore certains au contact de patients graves ou âgés ou dépressifs. Bien sûr, ils emmènent leurs patients, oui, avec passion, et leurs patients. Je vais vous faire une petite confidence. Allez-y, on n'est pas nombreux. J'ai écrit pas mal de poésie. Bon, alors, quand est-ce que j'ai écrit la poésie ? Souvent, après des journées lourdes et difficiles, éprouvantes, avec des malades qui n'allaient pas bien. Et là, j'ai pas écrit des choses sur la douleur. J'ai eu envie d'écrire sur la lune, sur les étoiles, sur quelque chose qui me permettait un tout petit peu, non pas de les quitter. S'évader ? Pardon ? De s'évader ? Oui, s'évader, mais par l'esprit, hein, dans l'esprit, pas du tout en s'éloignant des patients, mais peut-être en transcendant un petit peu ces perceptions, ces émotions, parce que moi je ne crois pas du tout, alors hormis certaines situations où effectivement un chirurgien ou un technicien va faire tel ou tel geste. Quand on prend en charge un patient, on le prend en charge, y compris sur le plan émotionnel et avec des émotions. Alors la question est d'avoir une certaine distance par rapport au patient. Et c'est évident, on ne peut pas pleurer toute la nuit après un malade qui va pas bien, etc. Mais moi personnellement,
moi, en tout cas, j'ai toujours été dans... oui, on rentre chez soi avec l'émotion marquée par la joie ou souvent par l'inquiétude, la tristesse et en tout cas la gravité de la situation. Et ça, merci de pas trop prononcer, mais vous me faites signe, mais on a envie de le dire, ça. On a tout notre temps, donc vous pouvez y aller. On a envie de le dire, et c'est peut-être ce qui est le plus difficile, c'est de rencontrer beaucoup de gens qui ont des responsabilités, qui ne comprennent pas tellement bien ça, enfin pas autant qu'on l'aimerait, ou plus exactement, qui le ressentent d'autant moins qu'ils n'ont pas encore vécu. Je vais prendre un exemple typiquement algérien, qui est Lucien Neuwirth. Lucien Neuwirth a apporté énormément à la société, avec la pilule. Mais enfin, vous savez que c'était un des grands combattants, on pourrait dire un des pionniers de la lutte contre la douleur des malades. Eh bien, Lucien, que je salue affectueusement, même s'il n'est plus ici sur notre belle terre, Lucien, il a vécu la souffrance pour des raisons familiales. Je ne veux pas dire qu'il était insensible à la souffrance d'autrui avant, mais ça a été un coefficient multiplicateur incroyable. Il s'est dit, mais ça, c'est pas possible. Voilà, des personnes proches. Je n'imaginais pas tout à fait le drame que ça pouvait constituer. Je vais en faire un des objectifs de ma vie. J'ai un peu de pouvoir. Je suis député. Je suis questeur après ça au Sénat. Je vais utiliser mes pouvoirs pour... Et puis alors, par ailleurs, on va faire un tout petit peu de politique pour dire que quand on peut faire en sorte qu'elle ne soit pas politicienne, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire voter à l'unanimité un certain nombre de ces textes, en particulier de la lutte contre la douleur. Voilà, un coup de chapeau. Merci donc pour ce coup de chapeau. On ne peut pas non plus passer sous silence que Patrice Queneau s'est lié à une grande famille dans le textile stéphanois, la famille Thuann. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la base, le départ de cette histoire Thuann aussi ? À la base, c'est pour moi mon grand-père que j'ai très très bien connu, qui a été honoré avec l'inauguration d'un square. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu ça. Il y a quelques jours, le 1er février. C'était un personnage absolument extraordinaire. Pour moi, c'était la colonne du temple, comme je disais. C'était quelqu'un qui était extrêmement sportif, extrêmement dynamique, extrêmement tonique, qui était très inquiet le dimanche, parce que le dimanche, il n'avait plus de collaborateurs à son usine. Et là, il y avait quelquefois un peu de panique, jusqu'à ce qu'il enfourche son vélo avec son épouse et son petit-fils, qui avait pas mal d'années en moins. Et là, on grimpait au Pilat, mais il y avait un moment de difficulté. Alors revenons, ça a été un inventeur. Il a inventé, par exemple, quand il parlait de la biflex, c'est-à-dire la bande qui était flexible dans les deux sens. Ça a été, donc il a été un novateur extraordinaire. Alors, il faut dire que cette conception de l'entreprise était différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Mais enfin, je donne un coup de chapeau là aussi à mon père, Jean Queneau, et à ma sœur, Elisabeth Ducotet, qui lui ont succédé avec beaucoup de talent, d'efficacité, en s'adaptant effectivement au temps moderne. Mais là, si vous m'emmenez sur mon grand-père, je vais vous raconter tout le Pilat, je vais vous raconter la jasserie, je vais vous raconter... je vais vous raconter Saint-Genis Dufault en particulier. Juste une question. Alors, j'ai lu qu'il y avait une usine qui avait brûlé dans la Somme à la base. C'est vrai. Donc vous n'étiez pas originaire de la région? Comment ça s'est passé là? Moi, je suis parisien. Vous êtes parisien? Nous sommes tous parisiens. Ah, d'accord. Mes 2 parents, mes 4 grands-parents, vous vous rendez compte? Bon. Alors, c'est très important, ça. C'est très important. Et pourquoi venir à Saint-Étienne? Alors, justement, voilà. Moi, c'est ce que je dis souvent aux édiles. Et cette ville qui a besoin qu'on choisisse. Eh bien, le grand-père, quand l'usine a brûlé, il avait fait son école de tissage à Mulhouse. Et il avait été... connecté avec effectivement des sous-traitants dans la région, à Saint-Sigolène, à Saint-Didier, etc., à Saint-Étienne aussi. Et il a fait un tour de France pour se dire où est-ce que je vais reconstruire cette usine. Eh bien, il a choisi
Saint-Étienne. Il a décidé, et vous savez que Georges Marchais, qui est un beau joueur, avait dit à sa femme, je ne me rappelle plus son prénom, Liliane, je crois. Liliane, fais tes valises, etc. Et bien là, c'est un peu Suzanne, fais tes valises, parce que ma grand-mère, qui habitait comme lui à Paris, enfin Paris-Neuilly en l'occurrence, qui était elle-même organiste à Neuilly, eh bien, ils ont pris leur valise et ils ont décidé de vivre à Saint-Étienne. Ils ont fait ce choix positif de s'installer à Saint-Étienne et vraiment, ils l'ont pas regretté. Ils habitaient un petit appartement dont on voit encore d'ailleurs le fronton, établissement Thuane, c'est rue Le Châtelier. Et ça a été, moi j'aime dire ça aux maires, aux édiles, en disant, voilà quelqu'un qui a vraiment choisi Saint-Étienne. Pourquoi ? Pour la qualité du travail, pour la qualité du sérieux, et donc pour le professionnalisme des ouvriers, des contributeurs qui allaient pouvoir, avec lesquels ils pourraient... Et puis aussi à l'époque se rapprocher un peu de ses fournisseurs. Oui, ça peut. Oui, sans doute. C'est toute grande décision est multifactorielle. Mais j'y tiens beaucoup. Gilles Charles, ça a été un choix positif. Il aurait pu aller à Mulhouse, il aurait pu aller dans d'autres régions. Il a choisi la ville de Saint-Étienne. Est-ce que, avant de commencer l'émission, je vous l'ai dit, on a besoin de chansons. Si dans cette émission, on ne va pas faire que de parler. Vous avez choisi les chorons de Bachelet. Est-ce qu'il y a un parallèle finalement entre les chorons et les Stéphanois ? Bien sûr. Je regrette que Bachelet n'ait pas écrit cette chanson pour la Saint-Étienne. On a déjà Monty qui a écrit pour les Verts. Ah oui. Mais cette chanson elle est absolument magique. Alors, confidence pour confidence, moi je chante un peu avec des copains. On vous laisse le micro ouvert alors pendant la chanson. Oui, non, il ne faut pas doubler Bachelet. Mais quand j'entame les chorons, pour moi c'est le frisson. Et alors, quand c'est le match un soir, c'était au match à Saint-Étienne-Lens, tout le monde chantait les deux villes de passion, ça. Oui, puisque Bachelet a écrit des chorons pour le Racing Club de Lens, mais c'est une chanson au nord. Et allez, on envoie la musique et on revient juste après. Les chorons, voici Pierre Bachelet. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. De mes meilleures années cette semaine, notre invité c'est Patrice Queneau. Je vais vous faire une petite confidence, moi aussi, puisqu'on a parlé de Thuane. J'ai travaillé 2 ans chez Thuane, il y a fort longtemps. Et je ne devrais pas le dire, mais c'est là où j'avais rencontré mon ex-femme. Alors Patrice Queneau, on vous a surtout invité pour un sujet qui est au cœur du débat. J'ai envie de vous dire, parce qu'on a reçu au mois de décembre le député Borovitz de la circonscription de Montbrison. Je ne sais plus quel numéro c'est, je crois que c'est la 6e, il me semble. En tout cas, celle du Forez. Et il m'avait justement parlé de vous pendant l'émission en me disant qu'il vous avait rencontré et vous aviez beaucoup parlé justement des médecins généralistes. Absolument. Et vous avez également sorti un livre qui s'appelle « Sauver le médecin généraliste » que vous avez écrit avec le docteur Claude de Bourguignon. Donc voilà, moi je vous donne carte blanche. Dites-nous un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la médecine. Comment on fait pour trouver un médecin ? C'est de plus en plus difficile. Et pas seulement dans la Creuse, contrairement à ce qu'on dit, mais par exemple à Paris. Si votre médecin généraliste part à la retraite, dans beaucoup de villes, ou dans beaucoup de banlieues, ou dans beaucoup de régions de France, eh bien, vous n'êtes pas certain d'avoir un successeur dans le cabinet en question. Alors, vous me direz, c'est pas difficile d'aller à 300 mètres. Oui, mais ça suppose qu'il y a une disponibilité. Et alors, on va dire 2-3 chiffres, là, pour le coup. La France a perdu 8% de ses médecins généralistes en 10 ans. En Ile-de-France, ça a été plus que ça, ça a été moins 22% en 10 ans. Bon. Alors ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est que, à tort ou à raison, mais la population vieillit et demande davantage de soins que par le passé. On peut ajouter une troisième chose, c'est quand un médecin
trouve un remplaçant, généralement, c'est 2 remplaçants. Je veux saluer les médecins généralistes et l'ensemble des médecins hospitaliers. Moi, j'ai été médecin hospitalier, pardonnez-moi, mais j'ai fait 70 heures par semaine. Et les médecins ont fait, poser la question de l'empiètement, parfois, sur la vie privée. Il est clair qu'il y a eu beaucoup de temps consacré. Alors, je ne critique absolument pas les plus jeunes générations qui, en majorité, pas tous, mais souhaitent travailler de façon un peu moins contraignante sur du 40-45 heures. Bon. Mais ça, c'est un paramètre qui est extrêmement important à prendre en compte, qui, à mon avis, n'est pas très bien pris en compte par les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, parce qu'on pense que quand on a un médecin qui va remplacer un autre, en fait, il y a déjà un différentiel. Alors, la dernière chose, c'est pas la dernière, mais une autre raison du malaise est la suivante. On tient absolument à cette évolution, qui en effet est très souhaitable à maints égards, peut-être un peu excessive dans certains cas, qui est par exemple qui est la chirurgie ambulatoire. Maintenant, la chirurgie ambulatoire, peut-être on va un petit peu trop loin, mais en tout cas, le point sur lequel il faut insister, c'est que le ou la malade rentre chez lui ou chez elle le jour même, le lendemain, le surlendemain. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On va prendre un exemple. Vous avez une malheureuse femme qui a un cancer du sein. Ce n'est pas quelque chose de rare, hélas. Tout le diagnostic a été fait, tout le bilan a été fait. Biologique, l'imagerie, clinique bien sûr, etc. Tout est prévu. Elle entre un soir pour se faire opérer le lendemain. Quelquefois, c'est même, ça peut être dans la journée. Et puis, il va y avoir un retour à domicile très rapide. 24 heures, 48 heures. Bon. Et là, tous les programmes sont en place. Donc, les cancérologues, les spécialistes ont mis tout l'arsenal, comme on dit parfois, l'arsenal thérapeutique, c'est un mot qui a une certaine signification, en place. Militaire surtout. Mais par contre, la patiente en l'occurrence, je vais vous dire, la patiente, elle rentre chez elle, il y a l'à-coup de ce qui vient de se produire, et puis il y a cette situation de douleur, de fatigue, de difficulté à se réadapter. Bien sûr, les infirmières sont là, bien sûr, on met en place les soins nécessaires. Mais, écoutez-moi bien, moi, écoutez plus. Si, mais je vous écoute, je vous ai dans le casque. On est en train de caler la chanson suivante, c'est pour ça. Bon. Je vous écoute, mes craintes. Je suis tout oui, très attentif. Bon. Enfin, vous comprenez bien que là, on appelle son médecin, on n'appelle pas son cancérologue, enfin, on l'appelle aussi. Bon, mais alors, tout ça, ça fait au moins 4 raisons qui font qu'il y a besoin de généralistes. Alors, ce généraliste, c'est quelqu'un qui est un peu le médecin de l'ombre, c'est pas celui dont on parle forcément dans les couvertures des magazines. Et c'est un homme qu'il faut valoriser, revaloriser, auquel, là aussi, il faut tirer un grand coup de chapeau parce que, dans des conditions souvent très difficiles, il apporte cette continuité des soins, pas seulement cette écoute, mais cette compétence, cette synthèse aussi. Et quelque part, c'est souvent le coordonnateur, à la limite le chef d'orchestre. Une personne, tant soit peu âgée, va avoir une hypertension artérielle, parfois un diabète, parfois une bronchite chronique et bien d'autres choses. Bon, une histoire prostatique. Bon, eh bien, la coordination est absolument essentiel. Alors moi, je suis professeur de ce qu'on appelle professeur de thérapeutique. Je suis rhumatologue et interniste, mais ma spécialité universitaire, c'est les médicaments et les traitements non médicamenteux. Mais revenons un instant aux médicaments. La gestion d'un traitement médicamenteux, tant soit peu complexe, à partir du traitement de 2 ou 3 ou 4 maladies, c'est beaucoup d'attention, beaucoup de science, mais aussi beaucoup de finesse, beaucoup d'attention au suivi.
Alors, on parle souvent des accidents médicamenteux. Il y en a de graves, évidemment, mais il y en a beaucoup qui embêtent le patient. Bon, et on découvre. Prenez un exemple tout simple. Vous avez un malade qui a une hypertension artérielle, bon, qui est bien équilibré. Il se trouve que là-dessus, cette fois-ci, c'est un homme par définition, il a un adénome de la prostate. Eh bien, très souvent... C'est pour bientôt pour moi. Bon, pour moi, c'est déjà le cas depuis longtemps. Bon. Eh bien, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que prennent les patients? Ils prennent souvent un médicament, ça s'appelle un alpha-bloquant, bon, peu importe, qui agit assez bien sur les symptômes de la maladie prostatique, bénigne, enfin dans le cas présent. Bon. Eh bien, figurez-vous que ce médicament, c'était autrefois un de nos meilleurs médicaments contre l'hypertension. Depuis lors, il a été relégué un peu aux oubliettes pour le traitement de l'hypertension, mais par contre, il donne toujours de l'hypertension. Donc, le malade qui avait son traitement équilibré avec médicaments X ou Y ou Z pour son hypertension, si on ne lui dit pas, et c'est le généraliste ou le spécialiste, bien entendu, c'est pas question d'opposer les uns et les autres, mais bon, l'adjonction de ce médicament à destinée prostatique va peut-être conduire à diminuer de moitié ou à arrêter le traitement d'hypertension. Alors je termine sur cet exemple, il est trivial, il est simple, c'est simplement 2 médicaments. Mais rendez-vous compte, quand on voit, et par exemple, moi j'ai été chef du service des urgences médicales au début de ma carrière à Saint-Étienne, et bien quand on voit des malades qui arrivent avec plusieurs ordonnances, avec des listes de médicaments incroyables, bon, là franchement, revenons bien au généraliste, il a un rôle de toilettage, de suivi de tout ça, d'écoute des symptômes absolument capital. Alors, on parle souvent en prévention. Voilà, n'oublions pas de parler prévention des accidents médicamenteux. Son rôle, croyez-moi, indépendamment de la chanson qui va suivre tout à l'heure, son rôle est absolument capital. Moi, j'ai une question qui me vient souvent quand on évoque le sujet. On a de moins en moins de médecins généralistes et on dit aussi une phrase qui est fort célèbre, c'est « gouverner, c'est prévoir ». Pourquoi, au cours de toutes ces longues années, on n'a pas prévu qu'il allait y avoir de moins en moins de médecins, qu'il allait y avoir certains qui allaient plutôt vouloir aller dans le sud et peut-être moins dans la Creuse, comme vous disiez tout à l'heure? Est-ce qu'on peut pas aussi un peu, c'est peut-être un peu soviétique, mais on peut pas faire des plans? Alors ça, c'est un sujet là aussi multifactoriel. Je vais vous dire, le gros problème, il est le suivant. Alors moi d'abord je me suis battu comme un dingue autrefois pour augmenter le numerus clausus de la fac de médecine et d'ailleurs des autres facs, mais pour Saint-Étienne, entre parenthèses, c'était absolument essentiel si on voulait maintenir la fac. Bon, donc ça a été un de mes combats d'augmenter le numerus clausus. Bon, alors actuellement ce numerus clausus pour la France est à 8000. Est-ce que c'est trop peu? Oui. On peut considérer que dans la mesure où beaucoup des médecins qui s'en vont, qui ont fini leur carrière, travailler davantage que ceux qui arrivent, oui, on peut, je pense, augmenter. Mais, je vais vous dire surtout, la question, elle est là. Vous avez 8000 places au concours, 8000 types qui vont réussir. Et sur ces 8000, on a besoin de 3500 généralistes. Combien veulent faire de la médecine générale? Probablement moins d'1 millier à ce moment-là. Alors, il va y avoir les années qui vont suivre le concours, où grâce au stage, c'est les praticiens qui sont à ce moment, qui ont un rôle exemplaire et de sensibilisation à la beauté et aussi à la difficulté de ce métier, mais à sa beauté. Et là, vous allez avoir donc des vocations un peu secondaires qui vont apparaître. Mais à l'arrivée, au moment de cette espèce de concours, qui n'est rien du tout qu'un classement sur des modalités qu'il faut revoir de fond en comble, qui est l'entrée dans l'internat, eh bien, les choix des généralistes, il y a quelques très bons choix positifs, mais beaucoup de ces choix sont des choix par défaut. Donc, et avec des médecins qui auront le titre de médecin généraliste, mais qui finalement n'auront pas vraiment envie de... Alors, c'est un sujet qui est délicat, mais il faut absolument médicaliser le concours d'entrée en médecine. Et il faut y adjoindre un examen
une épreuve, plus exactement, orale. Donc, on médicalise, on fait un peu moins de biologie cellulaire, ça va énerver certaines personnes, je le dis comme je le pense. Bon. Et aux épreuves, il y aura un peu plus de médecine, un peu plus de signes sur l'infarctus du myocarde, sur les accidents vasculaires, etc. Ça peut toujours servir, même si on ne devient pas médecin, croyez-moi, bon, pour l'entourage. Et on peut sauver des personnes en détectant, en sachant détecter un déficit, etc. Mais et justement, donc on va médicaliser, on va enseigner. Alors, on arrive à une admissibilité, par exemple, 1 fois et demi le numerus clausus, et le choix final intégrera des épreuves orales de personnalité et de motivation. Et là, on retrouve le mot-clé que vous avez vous-même prononcé plusieurs fois, vocation. C'est là qu'il faut. On a des types, des filles, majoritairement d'ailleurs, et des garçons, qui échouent de peu. C'est pas pour dire que ceux qui ont réussi ne sont pas bons. Par définition, ils sont d'un très haut niveau. Le concours est très difficile. C'est à peu près une chance sur 8 de réussite. Mais, moi, je veux qu'on arrive à choisir davantage de futurs médecins qui aient vraiment envie d'être des médecins au contact des malades et des médecins généralistes. Bon, ça c'est absolument capital. Donc là, il y a un travail important. Alors, la question que vous avez posée, qui est de savoir est-ce qu'il faut réguler, de quelle façon, c'est un problème qui est complexe. Moi, personnellement, je suis favorable à la liberté d'installation. C'est une chose certaine, peut-être pas toute liberté d'installation, en particulier dans certaines régions qui sont surdotées. C'est un sujet qui est délicat. Je pense qu'il faut le prendre d'une façon positive, c'est-à-dire arriver de plus en plus à choisir, comme je l'ai dit au concours, pouvoir choisir. Alors, même s'il faut peut-être... Là, je dis quelque chose qui est un peu tabou, même qu'il y ait une filière médecine générale. Si on n'y arrive pas, il faut de toute façon, la nation, l'université, les pouvoirs publics doivent faire en sorte que notre pays ait les médecins généralistes dont les malades ont besoin dans toutes les régions, dans tous les territoires. Voilà. Ça fait partie des solutions novatrices pour une médecine exigeante et humaine dont vous parlez dans votre livre. Oui, c'en est une. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est de valoriser la consultation. Alors, on pense tout de suite, est-ce qu'il faut la rembourser davantage? Oui, la réponse est oui. Je pense qu'il faut revaloriser. Alors, il peut y avoir différents systèmes. Il y a une chose qui est capitale. Bon, cette chose, c'est le temps. Le temps consacré aux malades. Alors c'est vrai que ça n'a rien à voir de suivre un malade chronique qui est assez bien équilibré, pour lequel on va pouvoir faire une consultation un peu rapide, par rapport à un nouveau malade, et notamment un nouveau malade complexe, ou encore un malade qu'on connaît, mais pour lequel, manifestement, les choses ne se passent pas bien. Donc, et là, il faut que le temps soit pris en compte. Alors, il y a une petite amorce dans la Convention 2017 qui intègre des consultations complexes. C'est une avancée. Elle est insuffisante, mais en tout cas, elle a déjà une valeur technique et aussi une valeur symbolique. Mais la consultation, si on veut passer le temps nécessaire à un patient difficile, et notamment à un nouveau patient, je pense qu'il faut revaloriser la consultation initiale. Vous avez parlé également de temps. Est-ce que c'est pas un peu difficile aussi, parce qu'on se rend compte que les ministres de la Santé, j'allais pas dire tous les 6 mois, mais presque tous les 2 ans, il y en a un nouveau. Donc c'est difficile d'avoir un chemin tracé qui sera établi de A à Z, quoi. Oui, mais enfin c'est pareil dans l'agriculture. Ouais. Oui, mais enfin là, tous les domaines. Non, mais je blague pour un instant. Quoique l'agriculture et la santé, c'est un peu lié maintenant. Oui, absolument. Et moi, j'en profite pour dire combien je salue les agriculteurs. Et si jamais le monde agricole continue à souffrir comme il souffre actuellement, eh bien, ça sera quelque chose de terrible pour les territoires et puis bien sûr pour l'alimentation. Il faut que les agriculteurs puissent vivre d'une façon juste et honorable. Alors, on est passé de la santé à l'agriculture. Oui, bien sûr, mais enfin, le monde politique est ainsi fait. Il y a, non, moi je crois que
la prise en compte du temps, je vais vous donner un exemple qui est simple, mais quand on rembourse une consultation, qui va durer, alors suivant les cas, on va dire trop peu de temps ou bien le temps normal, enfin bon. Mais on rembourse aussi quelque chose dont le malade n'a pas conscience, qui est le temps que le médecin va passer, à peu près 20%, à remplir les documents administratifs, à téléphoner pour avoir une consultation de spécialiste, à répondre au téléphone si le malade a difficulté. Vous savez, vous allez voir, vous avez un avocat, pour une chose même les plus simples qui soit, vous téléphonez, crac, on vous comptabilise 5 minutes, 10 minutes, etc. Bon, un médecin qui veut être disponible au patient, il va passer un temps considérable au téléphone. Alors moi je dis, c'est que, et là l'Académie de médecine, dont j'ai l'honneur et le plaisir de faire partie, travaille actuellement sur la façon de rembourser le temps administratif par des systèmes de secrétariat qui seraient pris en charge. Explorer d'autres pistes donc. Voilà. Très bien. Je vous propose de faire notre seconde pause musicale. On est en mars, on est à Saint-Étienne. Je vous propose d'aller un peu du côté du soleil. On va écouter tout de suite Joe Dassin avec L'été indien. Bravo. L'été indien du soleil à Saint-Étienne avec Joe Dassin. C'est là aussi, c'est l'époque des souvenirs un petit peu. C'est un peu comme les corons, professeur Queneau. Ah, c'est vrai, oui. Ça vous donne envie de danser finalement, non? Oui, bien sûr. J'ai dansé dimanche dernier de midi à 2h du matin le lendemain. Mais enfin, de toute façon, discontinu quand même, très discontinu. C'est ce qui entretient la forme. Un déjeuner dansant absolument merveilleux à la campagne. Formidable. Formidable. Une ambiance avec des personnes absolument magnifiques. La vraie vie. Pour en revenir au livre, Sauver le médecin généraliste, donc on comprend bien que c'est finalement, on peut dire que c'est un combat. Ouais. Est-ce que ce livre, on peut le trouver partout? Il est dans toute la France? Comment ça se passe là aussi si on veut se le procurer? Ah oui, heureusement. Ouais. Alors, est-ce qu'il est en rayon ou sur la table? Peut-être pas. Bon, en tout cas, à Saint-Étienne, sans difficulté. Ouais. Je ne vais pas citer telle librairie ou telle autre, il n'y a aucun souci. Facile. Donc, on peut le trouver facilement, partout, on peut le commander, comme tous les livres. Hein. Absolument. Alors, écoutez, on nous a dit qu'on avait vendu... à peu près 2000 en 3 mois. Enfin, ouais. Bon, là aussi, c'est alors le problème, c'est pas de gagner de l'argent. Oui, je comprends bien. Dire, hein. Le sujet, c'est un sujet qui touche tout le monde, hein, la santé. Est-ce que c'est un livre qui vous, j'allais dire entre guillemets, qui vous ouvre les plateaux de télévision? Est-ce qu'on vous invite pour parler de ce genre de choses? J'ai fait 2 télévisions nationales, ouais. Dont Public Sénat. Et puis une émission à laquelle a été associé, il a joué un rôle, Gérald Kierzek, qu'on connaît bien à Saint-Étienne aussi, qui est un de nos anciens élèves. Oui. Vous le saviez, ça? Non, mais, je lis vos paroles. Voilà. Faut pas dire les boire. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Mais donc avec William Lémergie, on a fait... Sur la C8 ? La C8, sur la C8. Et puis on a eu le plaisir de faire France Culture pendant 1 heure avec René Freeman. Alors, on avait une émission programmée sur la chaîne protestante et puis il y a eu un accident de la journaliste, enfin, qui est d'ailleurs décédée quelques jours avant. Enfin, il y a d'autres, et on a pu prendre la parole dans quelques autres situations, mais moi, moi, je suis prêt à aller dans les Pyrénées-Orientales où vous voudrez. Hein. Non, il faut faire connaître ce livre. Pourquoi les Pyrénées-Orientales? Vous avez une petite amie là-bas? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est souvent, je dis, quand on me dit, mais est-ce que ton livre est connu, est-ce qu'il est bon? Je dis, je n'en suis pas certain, entre autres dans les Pyrénées-Orientales. Mais enfin, je crois que c'est le 66, non, il me semble. Ça doit être ça, je ne sais pas. Mais non, mais disons que c'est un livre. Voilà, c'est vrai que Claude de Bourguignon et moi, parce qu'il faut parler de Claude de Bourguignon, d'autant que c'est lui qui au départ m'a demandé. Moi, j'avais fait un livre avec un autre médecin. On refait pas toute l'histoire, ce serait trop long. Mais de Bourguignon, qui est un invité permanent de l'Académie de médecine dans la commission médecine générale, me dit un jour en sortant, est-ce que vous accepteriez de... j'ai écrit un témoignage, d'écrire quelques pages, etc. Puis moi, je me suis lancé, j'ai dit beaucoup de choses. Alors, j'aurais juste une autre petite chose. L'avenir, c'est bon. L'avenir, pour moi, c'est le combat. C'est la poursuite du combat. L'idéal, c'est de mourir en scène comme Molière. Ça, c'est la situation absolument idéale. Bon.
Je veux parler un peu de la fac de Saint-Étienne et des déserts médicaux. On a encore quelques minutes. Parce que, je vais vous dire, il y a eu à Saint-Étienne, et bon, pour la fac et puis pour les autorités préfectorales, etc., une situation qui a été absolument exemplaire. Bon, ça concernait Husson-en-Forêt, où les 2 médecins, successivement et en un temps rapproché, se sont arrêtés. Il y a eu une panne complète. Eh bien, grâce à une action faite d'alliance entre la préfecture, les autorités sanitaires, ce qu'on appelle l'ARS, la faculté, les responsables du 3e cycle de médecine générale, eh bien, il a été mis en place d'abord un presque médecin qui est venu remplacer sous la tutelle et bien sûr l'autorité des médecins de la région, ça c'est une excellente solution, et qui ensuite s'est installé, qui a fait venir un copain, et ça a été, je ne détaille pas, parce que bon, ça a été la preuve que les territoires ont souvent la réponse, pour autant qu'on sait coordonner un peu les choses. Alors, ça m'amène aussi à dire un mot des maisons médicales, les maisons de santé, pluridisciplinaires notamment, maisons de santé pluridisciplinaires, c'est souvent la solution là aussi. C'est l'avenir ? Oui, alors je ne pense pas que ce soit une obligation, bien entendu. C'est une des solutions. Une des solutions. Alors dans ce bouquin, il faudra que les lecteurs soient excités quand même par la lecture de certaines pages. La 6e partie s'appelle Boîte à idées. Et si jamais il y avait une 2e édition, on rajouterait des idées que j'ai pu trouver ici. Voilà. Mais ce sont un certain nombre d'acteurs, dont par exemple un médecin généraliste de Marle, Dr Drouin, qui, avec son interne, ont accepté une interview et pour dire comment on peut faire. Alors, effectivement, dans la campagne, etc. Alors, tout ça, c'est pour dire que la réponse, et ça, le Conseil de l'Ordre des médecins national, autant que régional ou départemental, souligne qu'une grande réponse, c'est véritablement des réponses pragmatiques de territoire. Dans la première partie, vous avez parlé, je change un petit peu de sujet, de poésie. J'ai noté que vous avez déjà écrit plus de 30 livres. Pas 30 livres de poésie. En tout. En tout, j'ai été premier auteur d'à peu près 70 livres. 70 livres Oui. Ah, donc dans beaucoup de livres de pathologie, et notamment de thérapeutique. Mais oui, j'ai écrit aussi quelques livres de poésie. Enfin voilà. Bon. Dont un d'ailleurs a été primé une fois. Parce que pour rebondir, on a la chance de je dis la chance, je parle pour moi, on s'est rencontrés plusieurs fois, notamment à des manifestations culturelles. Oui. Donc je sais que vous êtes très attaché aussi à la culture. Ah oui, énormément. Mais c'est l'oxygène de la vie. Oui. C'est là qu'il faut que les artistes, là aussi, soient soutenus, soient compris. Alors, bon, il y a des difficultés, souvent, c'est pas bon. Mais oui, la culture, c'est l'oxygène de la vie. C'est l'âme, c'est la mélodie, c'est le silence, c'est le regard, c'est l'échange des paroles et des mots, etc. Bon, moi, chaque fois que j'entre dans une salle de théâtre en particulier, je suis passionné. J'essaie de me mettre au premier rang pour être le plus près possible des acteurs, des actrices aussi d'ailleurs. Pour toucher, c'est pour toucher. Pratiquement. Mais vraiment boire leurs paroles et leurs gestes, leurs gestuels, leur émotion, la partager au mieux. Moi, je crois énormément à l'art. J'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la littérature. Vous êtes un épicurien, comme on dit? Peut-être, oui. À ce moment-là, j'en suis fier, oui. J'ai même noté, vous avez parlé tout à l'heure de football aussi, que vous aviez joué à l'ASS quand vous étiez jeune. Alors, je n'ai pas été, sous contrat avec l'ASS parce que c'était en jeune. Hein. J'étais étudiant, mais je me suis entraîné très, très, très souvent dans les terrains annexes de l'ASS avec les joueurs de l'ASS et avec notamment Alspleg, qui était à l'époque international. Il y avait Alspleg 1 et Alspleg 2, Kiki et René
Kiki et Zizi, on disait. Bon. Et René, je ne sais plus. Bon. C'est une époque qu'on n'a pas connue, nous, malheureusement. Oui, non, vous étiez même pas en barboteuse à ce moment-là. Ouais, je ne sais même pas si mon père aussi. Oui, bon, mais je veux dire, alors je sais plus ce qu'on disait. On parlait des Verts. Ah, mais le sport, de la même façon. Mais le sport, ça sauve les jeunes, mais ça sauve et ça prévient des maladies. Ça, c'est absolument clair. Le bon sport, absolument capital. Pour terminer, une dernière question. Vous êtes un spécialiste de la douleur. Comment, en quelques mots, on peut soulager la douleur ? Par l'esprit, par le cachet, par quoi ? Par le sport, par la culture ? Par l'ensemble. Un petit peu de tout. Un petit peu de tout, ça dépend. Une douleur aiguë, une douleur chronique, c'est pas pareil. Mais il faut bien considérer que c'est l'alliance des possibilités. Il faut pas dire la chimie, ça n'a aucun intérêt. Si. Il faut pas dire le relationnel n'a pas d'importance. Si. Et disons que là, on peut revenir peut-être à ce mot assez magique qu'il faut transmettre aux étudiants. Tout à l'heure, on a parlé de Rémi Anino. Eh bien, voilà, un pédiatre qui entre autres a été un pédiatre de la douleur, mais pas spécialement. Bon, eh bien, il a fait beaucoup pour l'université. Et si j'ai la possibilité de dire, lorsqu'on a créé, et j'ai été un des 3 premiers doyens à créer un enseignement de sciences humaines et sociales. Et les 2 autres, c'était Clermont-Ferrand et Tours, peu importe. Et quand j'ai créé cet enseignement, j'ai oublié d'avertir le docteur Anino du programme. Et un jour, il est venu avec son style sicilien, que peut-être vous avez connu, en me disant que non, vous ne m'aimez plus. Mais je lui ai dit si, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais vous ne m'avez pas donné la parole dans ce nouvel enseignement que vous avez créé et vous avez bien fait. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème, je vous la donne. On a fait une permutation et puis quelques semaines après, Anino frappe. J'arrête, mais attendez, Anino frappe à mon bureau et je le vois arriver. Je lui dis alors comment ça s'est passé ? Il pleure et il me dit ils se sont levés et ils ont applaudi. Professeur Queneau, vous reviendrez une nouvelle fois pour nous narrer la suite de vos aventures. Merci beaucoup en tout cas, Patrice Queneau, d'être venu nous voir dans les tout nouveaux locaux de l'OR-FM. Eh ben bravo. On est très heureux de vous avoir accueillis. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? La santé, mais surtout de continuer à avoir que le match. Moi, je suis marié avec la médecine. C'est un contrat à vie, et entre autres avec la formation. Et j'ai envie que les jeunes soient hyper motivés et vraiment des médecins à l'écoute des malades. Merci beaucoup. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous, le samedi à midi, le jeudi à 18h. Bonne semaine.